On n'a pas encore ouvert aux participants, hein, c'est ça? Non, les participants sont là. Bon Ah, après-midi tout le parfait. monde. Étant donné qu'il est 13 heures, je vous propose qu'on commence. Alors, bonjour, bienvenue, assalamu alaikum à tous et à toutes. Euh, on vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce webinaire qui porte sur l'islamophobie dans les communautés francophones et acadiennes du Canada. Je me trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquienne Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Mon nom est Kimberly Jean Parent. Je suis la directrice du dossier de l'immigration francophone à la FCFA. La FCFA reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation haute. La FCFA reconnaît aussi l'oppression historique exercée sur ces territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada, et elle croit ardemment à la reconnaissance et la sensibilisation contribuent au processus de guérison et de décolonisation que nous poursuivons ensemble. La FCFA travaille à rendre ces événements inclusifs. C'est pour ça que je vais vous partager des informations techniques par rapport à l'utilisation de Zoom et vous constaterez également que nous sommes en présence d'une traduction en langage des signes du Québec pour l'accessibilité de personnes malentendantes. Alors, au niveau technique, donc si vous avez des problèmes audio, cliquez sur le bouton paramètres audio qui se trouve à gauche de votre panneau de navigation Zoom pour vérifier les paramètres de vos haut-parleurs. Si vous ne pouvez pas entendre, vous avez la possibilité également d'appeler avec votre téléphone. Donc, cliquez sur passer à l'audio du téléphone. Très bien. Et puis, vous avez un affichage. Euh, on vous invite à poser vos questions aux panélistes en utilisant le bouton QR pour ouvrir la boîte à questions. Donc, saisissez vos questions dans le champ texte. Si vous voulez envoyer vos questions de manière anonyme, cliquez sur Envoyer de manière anonyme et ensuite sur Envoyer. Bien sûr, écrivez-nous via le clavardage si vous avez tout problème technique. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le prolongement des activités de la STFA en faveur de la lutte contre toute forme d'exclusion et de haine dans nos communautés et bien sûr en faveur de la promotion d'une francophonie ouverte et diversifiée. L'islamophobie est un fléau qui menace le vivre ensemble au Canada. Elle a malheureusement progressé ces dernières années, comme l'atteste le rapport sénatorial sur l'islamophobie publié en novembre dernier, en invitant les membres de la communauté musulmane à prendre la parole aujourd'hui pour partager leur vécu ainsi que leurs attentes. Nous voulons, d'une part, marquer notre solidarité envers elles dans cette épreuve et, bien sûr, d'autre part, prendre notre responsabilité dans la lutte contre ce fléau et contre toute forme de racisme dans nos communautés. À cet égard, nous exprimons notre gratitude aux membres du panel qui ont bien voulu accepter de se joindre à nous pour porter cette cause essentielle au vivre ensemble harmonieux dans le cadre d'une francophonie diversifiée et inclusive. Je vous propose d'observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes de l'islamophobie et du racisme dans toutes ses formes au Canada. Je vous remercie.
Alors, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Saïda, notre prestigieuse animatrice. Saïda est réalisatrice. Elle s'intéresse au vivre ensemble, au mouvement des populations, aux identités multiples et à la condition des femmes. Son dernier film à pleine voix, produit par l'ONF, déboulonne les préjugés communs sur les femmes de culture musulmane au Canada. Saïda est actuellement installée depuis peu à Toronto après 20 ans à Vancouver. Elle va animer ce riche panel dont nous avons hâte d'entendre des échanges et les recommandations pour une lutte efficace contre l'islamophobie dans nos communautés. Donc, avant de passer le micro à Saïda, j'aimerais juste informer les panélistes et le public que la session sera enregistrée, sera disponible sur le compte YouTube euh, de la SFA. Donc, je vous remercie en vous souhaitant d'excellents échanges. À toi, le micro, Saïda. Merci beaucoup, Kimberly. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes un peu partout au Canada, donc c'est un grand plaisir. Avant de vous présenter les panélistes, je vais juste aborder rapidement la notion d'islamophobie pour rappeler une définition tirée du site des Nations Unies. Donc, l'islamophobie, ça se définit par la peur, les préjugés et la haine envers les musulmans. Et ces phénomènes peuvent conduire à la provocation, à l'hostilité et à l'intolérance qui se manifestent par le biais de menaces, de harcèlement, d'abus et d'intimidation envers des musulmans et des non-musulmans, à la fois dans le monde en ligne et hors ligne. Pourquoi j'introduis ça? Parce que maintenant que je vais passer à présenter nos panélistes, je veux rappeler aussi que ces panélistes ont accepté aujourd'hui de s'identifier clairement comme musulmans et musulmanes. Évidemment, quand on est une femme voilée, on porte un symbole, mais au-delà de ça, ça reste quand même dans la sphère du privé en général, ce qui est de l'ordre de la foi. Cependant, aujourd'hui, justement, on va parler d'un phénomène qui est alarmant et comment justement travailler dans nos communautés pour lutter contre ça et surtout pour créer des ponts et des manières de faire qui nous soient plus positives et plus constructives. Alors, je vais commencer avec Aïcha Kapkop, qui est étudiante en soins infirmiers à Cornwall. Aïcha, je vais te donner la parole dans quelques secondes. Je vais faire le tour d'abord et ensuite revenir vers vous pour vous laisser justement vous présenter. On a aussi Ibrahima Diallo, professeur à l'Université Saint-Boniface à Winnipeg. Aweya Farah, étudiante à la maîtrise en ergothérapie à l'Université d'Ottawa, et Koubra Agar, étudiante à la maîtrise en orthophonie à l'Université de Toronto. Et enfin, Reda Lounis, directeur du développement des partenariats et des opérations au réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada à Ottawa. Bonjour à tous. Aïcha, j'aimerais que tu prennes peut-être une minute justement pour nous parler de toi, qu'on connaisse un petit peu plus ton vécu. Ok, moi, c'est Aïcha, Aïcha Kapkop, comme a dit Saïda. Je vis à Cornwall depuis 7 ans et je suis au Canada depuis 7 ans. Je vis ici avec ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes 5 enfants. Je suis musulmane de religion et j'ai fait des études ici dans un collège de la ville. Et au même moment, je suis un leader communautaire. Je suis cofondatrice d'une association des femmes qui est AFIV. Et je travaille dans la communauté et ce que je peux dire, c'est que je suis fière de participer à ce webinaire pour partager mon expérience et mon vécu. Merci beaucoup, Aïcha. Ibrahima Diallo, je te laisse la parole. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ibrahima Diallo. Ibrahima, comme vous le savez, c'est un nom qui est à la fois musulman, chrétien et aussi juif, dans un certain sens. Je vis à Winnipeg depuis bientôt 39 ans, pour ne pas dire 40. Je suis prof à l'université. J'ai eu l'occasion d'être enseignant, mais aussi d'être doyen. Et j'ai aussi été très, très, très impliqué dans la communauté francophone pour défendre la francophonie et les minorités francophones. Donc, toutes les communautés ethnoculturelles, comme on dit, ici au Manitoba, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Et je suis membre aussi, il faut le signaler, je suis membre du CA de la FCFA. Mais j'interviens ici en tant qu'individu. Merci beaucoup, Ibrahima. Aweya Farah, je te laisse la parole. Bonjour, je suis née au Canada. J'ai eu l'opportunité de vivre
au Québec et en Ontario. Je suis aussi voilée depuis jeune âge, donc j'ai beaucoup de vécu dans ce pays. Je suis aussi à la fois une activiste en Ontario, surtout au milieu éducatif. J'ai aidé beaucoup les communautés ethnoculturelles, donc les Noirs, les musulmans et plus, par rapport aussi surtout les nouveaux immigrés au Canada. Donc, je suis très enchantée d'être là. Merci beaucoup. Et Koubra Aga? Bonjour tout le monde, je m'appelle Koubra, je suis étudiante à l'Université de Toronto, comme on l'a déjà dit, mais je suis aussi membre de la communauté francophone, musulmane, noire, plusieurs autres communautés de la Hamilton. Je travaille, je pense, ça fait au moins 6 ou 7 ans dans la communauté en tant qu'organisatrice communautaire avec un collectif de jeunes que aujourd'hui, nous sommes très, très proches parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble, mais surtout par rapport au racisme, des conversations qui ont rapport à l'islamophobie aussi. Je suis fondatrice, désolée, d'un organisme, un collectif à Hamilton qui s'appelle le Hamilton Encampment Support Network. Et on travaille surtout avec des communautés à faible revenu et comme groupe principal avec des personnes sans hébergement en ce moment. Surtout en tant que escalier, j'aimerais dire. Alors, c'est ça pour la majorité. Et puis, ouais, merci. Merci beaucoup. Et pour terminer ces présentations, Reda Lounis, je te cède la parole. On a toujours Reda. Donc, Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup à l'FCFA de m'avoir invité à ce panel en même temps important et délicat. Je suis très content et fier de faire partie de ce panel-là. Donc, Reda Lounis, d'origine algérienne, je suis de confession musulmane. J'entame ma 3e décennie ici au Canada. Donc, aussi, j'ai eu la piqûre du développement communautaire au sein de la francophonie canadienne dans les années 90. J'étais chanceux d'avoir mes premières écoles en Saskatchewan. Après ça, ça m'a amené en Acadie de la Nouvelle-Écosse et maintenant, depuis 17 ans, je suis dans la francophonie ontarienne, mais aussi nationale. Donc, un grand merci et j'espère qu'on aura de belles échanges et qu'on mettra notre petite brique dans ce vouloir de changer les choses et c'est avec le temps qu'on pourra changer les choses. Merci. Merci Reda. Et justement, pour commencer cet échange, je veux insister sur le fait qu'évidemment, quand on ne connaît pas son voisin, on a tendance à le juger facilement et en tout cas ne pas avoir ces liens qui permettent de se rapprocher. Alors, je vais vous lancer un peu sur cette expérience, votre expérience déjà de personnes musulmanes au Canada et dans nos communautés francophones, dans lesquelles la plupart d'entre vous, justement, vous évoluez tous dans ces communautés, vous êtes actifs à votre niveau. Donc, on va commencer peut-être justement avec un regard. J'ai envie d'aller vers toi, Aouya, parce que tu as vécu à la fois au Québec et en Ontario, donc tu as un regard double, tu es né ici. Et j'ai envie de te demander justement, comment tu te sens finalement, toi qui toute ta vie t'es affirmée comme musulmane dans un contexte du quotidien dès la plus petite enfance et dans 2 provinces différentes? Merci. Pour moi, ayant la chance de vivre dans 2 communautés, donc le Québec qui est une communauté plus majoritairement francophone comparée à l'Ontario. Donc, lorsque nous sommes venus, lorsque ma famille eux-mêmes, ils ont immigré au Canada, ils étaient vraiment une petite communauté. Donc, il y avait heureusement une mosquée puis une communauté quand même présente. Donc, c'était facile de s'établir, mais en étant toujours la représentante de la religion, surtout quand tu es jeune. J'ai commencé à porter le voile comme en 2e année, donc extrêmement jeune, puis j'étais parfois comme la seule voilée. Donc, on pouvait reconnaître immédiatement que j'étais la musulmane de la classe.
En étant très jeune, ce qui était bien avec les enfants, il y a beaucoup de vivre ensemble, puis l'innocence. Donc, j'ai pu faire plusieurs amis. Par rapport aux adultes, c'est vrai que certains, c'est comme la première fois qu'ils voient une personne musulmane, mais en étant comme cette communauté d'être inclusive, j'ai pu m'établir des liens avec comme plusieurs de mes enseignants, parce qu'au Québec, à mon époque, quand j'étais jeune, beaucoup de mes enseignants étaient des personnes blanches. Donc, pour eux, ils établissent un peu plus de liens comme avec moi, mais on était traités tous les mêmes. Donc, j'ai eu beaucoup de belles relations avec mes profs, mais j'ai quand même eu dû vivre des adversités parce que comme j'étais la seule, donc il fallait que j'affronte, comment dire, les regards ou les questions ou des reproches seule. Heureusement, j'avais quand même ma famille aussi, ma communauté qui était quand même présente, surtout la diversité. Donc, il y avait beaucoup aussi des communautés qui étaient quand même au courant, comme des communautés immigrantes par rapport à l'islam. Donc, ils m'ont pu me soutenir dans ces moments difficiles. Mais en étant jeune, c'était pas facile aussi, mais il y avait quand même, j'ai eu des belles mémoires là, par rapport à mon enfance. Puis par la suite, lorsque j'ai vécu en Ontario, c'était une plus grande diversité. Il y avait plus de musulmans parce qu'il y a aussi les anglophones qui sont aussi musulmans. Donc, c'était facile de s'appartenir. Mais quand même, en étant francophone, on était une plus grande, comment dire, minorité. Donc, encore, il y a toujours cette appartenance, cet espace qu'on doit se partager. Des fois, c'était facile de le partager, des fois, non. Mais pour moi, en tant que jeune, avec mon environnement, il y avait des défis comme il y avait des bénéfices, comme ça se passait bien. Mais par rapport surtout à les médias, c'était un peu différent. Étant très jeune, quand tu apprends le 11 septembre, tu commences l'école, les regards changent un peu. Il y avait aussi l'histoire de Omar Kader, qui lui-même était un enfant. J'ai appris très jeune comme la prison Guantanamo, qui était comme prison spécifique aux musulmans. Donc, par rapport à moi-même, les médias faisaient peur, mais l'entourage, j'étais capable de m'inclure, mais il y avait quand même beaucoup d'obstacles. J'entends donc quand même une réalité très jeune par rapport à au fait d'être identifiée comme musulmane et d'avoir à défendre certaines choses. Ça me fait tourner vers toi, Koubra, parce que justement, toi, tu évolues en Ontario et il y a ce rapport-là aux familles et aux femmes qui ont moins peut-être les moyens de se défendre, ou en tout cas d'être outillées. Je t'ai déjà entendu dans le passé justement parler de cette réalité-là. Peux-tu me parler justement de cette expérience que tu connais entre les communautés, dans lesquelles tu évolues? Oui, certainement. Je dirais que mon expérience a quand même été assez similaire de celle de Hawaïa, mais en même temps, il y a plusieurs contrastes. Premièrement, je suis née et élevée à Hamilton, donc j'ai passé la majorité de mon enfance à Hamilton aussi. Alors, lorsque j'étais au primaire, j'avais plusieurs amis qui étaient soit musulmans, soit immigrants ou enfants d'immigrants aussi, comme moi-même. Alors, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une communauté autour de moi qui était assez au courant de mon expérience ou qui vivait les mêmes choses. Et puis, avec ma famille, ma famille et puis ma communauté, j'ai aussi eu la chance d'aller à l'école arabe, l'école de Coran. Donc, j'étais vraiment dans la communauté pendant plusieurs années lors de mon enfance. Et puis, je ne pense pas que j'ai vraiment réalisé à quel point qu'être musulmane était vraiment un marqueur d'identité. Alors, pour moi, c'était de faire la transition entre l'enfance et puis être adulte. C'était là où je commençais à réaliser c'était quoi la différence entre moi et les autres personnes au secondaire ou peut-être même 7e, 8e année. C'était là que j'étais comme, OK, il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de différent de la manière dont je me fais traiter. Par exemple, en comparaison avec mes amis en salle de classe qui n'étaient pas de confession musulmane. Et puis, lorsqu'on parlait des choses très, très spécifiques ou très touchées ou tabous, je dirais, par rapport à la religion aussi, je pensais que c'était là où je commençais à ressentir les tensions. Mais quand même, comme j'ai dit, dans la communauté, à la maison, j'étais vraiment entourée des personnes qui étaient comme moi, sans mieux le dire.
Et je pense aussi, lorsque j'ai commencé à réaliser à quel point les femmes musulmanes ou même les oncles de la communauté se faisaient traiter par la communauté à cause de leur hijab. Et moi aussi, je portais le hijab, ça fait très longtemps, mais je pense que c'est différent lorsque j'étais enfant. En comparaison avec moi-même aujourd'hui ou avec ma mère, les gens sont beaucoup plus à l'aise à dire des choses qu'ils ne diraient pas à un enfant. Alors, je pense, pour moi, de voir comment la communauté ou les personnes ou la société traite les adultes musulmanes et musulmans était vraiment, je pense, un moment de choc pour moi. Et en plus de ça, je pense surtout à Hamilton et dans les villes comme Toronto, il y a beaucoup d'immigrants. Nos parents sont d'habitude, ils ont comme l'accent très fort de chez nous. Peut-être l'anglais, c'est pas leur première langue. Peut-être le français n'est même pas leur première langue. Alors, il y a toujours ces choses-là aussi qui ajoutent un peu plus à l'islamophobie. C'est un mélange d'islamophobie et de xénophobie. Et en plus de ça, moi, en tant que femme noire et musulmane, ça ajoute une autre dimension, une autre dimension à la réalité qu'on est en train de vivre et la réalité de ces communautés aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à, oui, quelque chose qu'on vit dans une communauté où tout le monde partage les mêmes expériences, mais qu'est-ce qui se passe quand on quitte cette communauté-là? Qu'est-ce qui se passe quand on a vraiment la chance de vivre la vie dans la société normale, la société mainstream? J'ai pas vraiment le mot pour ça là, mais c'est vraiment une expérience très différente. Et justement, ce que tu mentionnes, tu nommes en fait des actes, le fait qu'il y ait des actes islamophobes, xénophobes, évidemment, ça, on sait que le racisme est fondé sur l'appartenance, pseudo-appartenance raciale. Mais ce que j'aimerais élaborer avec peut-être justement, je vais prendre l'exemple de Reda. Reda, ça fait presque 30 ans que tu es ici, tu es passé par des petites communautés aussi, où j'imagine que des musulmans, il n'y en avait pas tant que ça. Euh, le fait de voir qu'on vit dans un contexte où il y a de plus en plus d'islamophobie ou d'actes répertoriés, comment tu réagis à ça, connaissant justement ton propre parcours? Merci, Saïda. Donc, déjà, j'aimerais rappeler deux points. La première chose, c'est que dans nos terres, sur nos terres, on est 400 millions de musulmans. Et à ce niveau-là, on a vraiment un multipote de culture, de traditions, et le point commun, c'est une religion et c'est l'islam. Je m'appelle quand je suis arrivé en Saskatchewan, et à l'époque, Ibrahima pourrait en témoigner aussi, on était, j'utilise souvent ce mot-là, on était exotiques. On était des gens qui venaient d'ailleurs, et puis les membres des communautés accueillantes étaient vraiment curieuse à savoir, parce que veut pas, c'est une question d'ignorance. Et puis quand on ignore quelqu'un ou on ignore un domaine, on est plus ou moins en confiance. Donc il n'y a pas de confiance. Et le rapport du Sénat le stipule bien, parce que 1 sur 4 Canadiens ne font pas confiance aux musulmans. Donc je reviens à votre question, Saïda, c'est qu'au départ, si on se rappelle le 11 septembre, c'est là où ça a commencé vraiment à nous mettre, si on veut, au niveau canadien, donc au niveau national, à nous mettre sur le spot. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis on dirait qu'on est devenu, au lieu de contribuer à l'épanouissement de nos communautés, on est devenu, c'est comme il y a une peur, il y a quelque chose, il y a un malaise qui s'est installé. Puis ça, c'est vrai que ça a engendré des actes assez graves. Si moi, personnellement, au niveau familial, j'entends qu'une famille à Toronto, dans une communauté proche de Toronto, a été victime d'agression puis qu'il y a eu des morts, ça ne me rassure pas comme père de famille, ça ne me rassure pas comme membre de la communauté. Donc, mais il faudrait aussi rappeler quelque chose, c'est que c'est un give and take, c'est un donnant-donnant. C'est qu'il y a aussi de notre part qu'il faut aussi apprendre à nos concitoyens c'est quoi l'islam par notre comportement, par notre ouverture. Et il y a des exemples extraordinaires qu'on ne remet pas de l'avant. Donc, si le 11 septembre a été aussi un moment
très négatif pour nous comme musulmans canadiens et fiers de l'être. C'est certain que les événements depuis le 7 octobre ont accentué tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Le Covid n'a pas non plus réussi à assurer cette ouverture entre les communautés. Mais c'est certain aussi, dans nos communautés francophones et acadiennes, c'est nouveau être musulman francophone. Le Canada a un historique de musulmans qui venaient un peu de partout, mais plus ou moins anglo-saxons. Et là, dans les communautés, dans les dernières décennies, on voit aussi des gens comme moi, comme Kubra, comme Haïwa, comme Ibrahima, qui s'installent, qui choisissent des communautés francophones et acadiennes pour élever leur famille, pour faire leur vie. Et ça, je pense que c'est un rôle aussi à ouvrir ce canal d'information, d'échange et de rapprochement. C'est vrai que la réalité du 11 septembre a comme transformé les rapports entre les gens vis-à-vis d'une religion qui était jusqu'à présent pas vraiment dans le radar, on va dire. Mais enfin, elle modifiait même pour toute une génération, les générations suivantes, en fait leur rapport à... C'est comme une partie en fait de se réidentifier en fonction d'une religion parce qu'elle exclut, sinon on exclut aussi ses racines, ses parents, d'où on vient. J'ai envie de demander quand même à Aïcha, justement parce que ça fait 7 ans que tu es au Canada, 7 ans que tu t'impliques, justement, quel accueil tu sembles avoir eu et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens face à cette réalité de se rapprocher, de trouver les moyens de se rapprocher? Comme tu l'as dit, Saïda, vraiment 7 ans. Moi, au départ, quand je suis venue, ma première inquiétude n'était pas d'abord l'islam. Je me suis dit, je suis camerounaise d'origine et déjà, je pratiquais déjà au pays, je faisais déjà mon voile déjà en quittant de là. Donc, c'était pas une question que je l'enlève en arrivant au Canada. Ça, c'était pas un choix, c'était pas à discuter. Moi, j'ai quitté au pays, juste dans ma tête, c'était si je dois faire face à enlever mon voile et vivre au Canada, je rentre chez moi. Ça, c'était plus à discuter. Non, l'un des plus gros problèmes avec moi au départ, vraiment l'accueil a été formidable. Je ne veux pas parler du choc climatique et autres, mais l'accueil a été vraiment très formidable. Je ne cacherai pas qu'il y avait d'autres personnes, des autres concessions religieuses qui étaient parmi les personnes qui nous ont accueillis. C'était vraiment très beau. Et en matière d'expérience, je dirais, jusqu'à ces jours, j'ai pas encore eu un problème avec mon voile ou avec ma foi. Euh, dans les espaces publics. C'est en fait ça qui fait même la particularité de Cornwall. Sauf ça, par moi, je me pose la question de savoir est-ce que je dois quitter Cornwall? Parce que ça fait peur. Parce que quand j'écoute ce qui se passe, par exemple, au Québec, quand j'écoute ce qui s'est passé en Ontario et à Calgary avec des morts et autres, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. Quand je me rappelle au moment, quand il y a eu ce qui s'est passé en Ontario, je me rappelle très bien, c'était en mi-temps ou bien où là, où une famille de musulmans a été tuée. Je me suis remise en question. J'ai eu peur. Je me suis dit, quand les enfants vont le matin, moi, mes enfants avaient pris l'habitude d'aller tout seuls, mais j'ai commencé à les accompagner au bus parce que j'avais peur que quelque chose peut s'arriver. On ne sait jamais, même si on vit quelque part en sécurité, tout peut arriver. On n'est jamais vraiment, vraiment, vraiment en sécurité, encore plus souvent, comme je te le dis, quand on est musulman. Honnêtement, jusqu'à présent, je suis encore tranquille, je vis bien, j'essaie de marcher dans les rues sans traîner, j'essaie d'éviter de ne pas avoir peur parce que je ne veux pas vivre justement dans cette peur-là. Moi, je me dis, ça va m'éviter d'avancer. Mais je te dis, cache pas, quand je vais à Québec, j'ai un peu peur. Quand je marche dans les rues de Québec, j'ai un peu peur. Mais quand je rentre chez moi ici, je me sens plus en sécurité. En fait, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps justement de nous expliquer comment tu t'es ressenti, comment tu vis finalement cette expérience-là lorsque justement tu entends parler de choses dans les médias. Une réalité, c'est bien de pouvoir avoir un quartier, une communauté dans laquelle on se sent bien. Effectivement, on n'est pas seul et on veut se déplacer aussi, vivre, laisser ses enfants vivre là où ils le souhaitent. Mais justement, j'ai envie de me tourner vers Ibrahima parce que Ibrahima,
le doyen hein, de cette réalité-là à Winnipeg, de voir d'être arrivé pratiquement un des premiers musulmans identifiables en plus, évidemment. Euh, Euh, Parle-nous justement un peu de ce que toi tu vois comme témoin finalement de l'évolution entre ton passé, celui des débuts et aujourd'hui. merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire ici que j'ai peut-être été euh, parmi les premiers, disons, immigrants francophones de confession musulmane. Parce que en général, ce qu'on trouvait ici comme musulmans à Winnipeg, la plupart des gens ici qui étaient des musulmans, c'était des gens qui venaient des pays d'Asie, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, etc., etc. Donc des anglophones. Et c'est un ami algérien qui m'a justement, qui était là, qui était prof, parce qu'on enseignait tous les deux à l'université. C'est comme ça qu'on a noué des relations. Mais je pense que ce débat sur l'islamophobie aussi, il faut le placer dans l'intolérance d'une manière générale, parce que ce n'est pas nouveau. Alors, vous parlez de point de départ 11 septembre, mais c'est beaucoup plus loin que ça. Il y a eu des musulmans qui ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale au Canada. Il y a eu des Juifs qui ont été chassés, qu'on a empêchés de rentrer au Canada. Il y a eu des Indiens qu'on a empêchés de rentrer. Donc, moi, je regarde ça dans le passé et compte tenu du sujet qui nous intéresse ici, je pense que aussi ça se passe dans un contexte particulier. On dit que maintenant, on a un village planétaire. Ce qui se passe au Moyen-Orient exacerbe, dans un certain sens, la haine envers un groupe particulier. Je donnerai ici un premier repère en matière d'intolérance. Peut-être la plupart d'entre nous qui sommes là dans le panel n'étaient pas nés, mais la crise du pétrole en 72-73, quand il y a eu un embargo des pays de l'OPEP, pour l'Occident, les pays occidentaux se sont sentis asphyxiés et ont visé qui? C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que leur pétrole venait des pays du Moyen-Orient. Il y a même eu des gens qui se sont fait tuer parce qu'ils portaient un turban sikh. Juste pour vous dire jusqu'où l'ignorance peut entraîner les gens à réagir négativement. Moi, ici, quand je suis arrivé, évidemment, je ne me posais même pas la question si j'étais musulman ou autre, mais j'ai fait une prise de conscience de ça. Et ça, c'est les autres qui m'ont dit que vous êtes musulman. Et je vais vous expliquer ça. Parce que moi, je suis arrivé en 84 et en 88, j'ai été membre de la société franco-manitobaine, membre du CA. Taïb Soufi et moi, on était membres du CA. On a été élus disons, sans problème. Et c'est quand il y a eu la fatwa contre Salman Rushdie en 88 que dans le journal, un journal local, on a dit, tiens, Salman Rushdie, celui qui avait fait les versets sataniques, il y a 2 musulmans qui sont à la SFM. Alors, vous imaginez un peu ce que ça peut faire qu'on puisse vous identifier, non pas parce que ce que vous avez dans la tête, mais ce que vous avez sur la peau et ce que vous avez aussi comme confession. Et moi, je me souviens, j'avais réagi, j'avais écrit, et puis bon, ça a été salutaire parce que j'ai pu éclairer les gens de ne pas s'intéresser à notre confession, mais de s'intéresser à nous en tant que personne. Et j'ai eu des excuses à ce niveau-là. Et moi, j'ai été ici pendant tout ce temps. J'ai eu la chance, et ça, il faut que je le dise, une chance inouïe d'avoir pu rentrer dans le système. J'étais prof à l'université. Je faisais des choses dans la communauté et j'ai aussi été dans une position, disons, de manager. J'étais doyen de la faculté des arts, des sciences et de l'administration des affaires et des services sociaux pendant 10 ans. Et là, j'ai eu aussi l'occasion, pendant que j'étais là, de faire du recrutement. Les premières femmes voilées, c'est sous moi que ça a été recruté. Et je n'ai même pas regardé si elles étaient voilées ou pas. Je regardais leurs compétences. Et ça, c'est très, 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 très important quand nous sommes dans une société. Être minoritaire sur le plan, disons, racial et en plus minoritaire sur le plan de la religion. Et donc, ces femmes-là, il y en a encore qui sont là, d'excellentes scientifiques, par exemple. Et c'est ça qui nous permet, dans un certain sens, de nous adapter à une société. Et moi, je dois vous dire que maintenant, évidemment, on n'était pas nombreux, mais actuellement, il y a un très grand nombre disons, de gens de confession musulmane qui viennent des pays subsahariens. Alors, vous imaginez ça, vous avez la peau noire, vous êtes musulman, eh bien, ça fait, vous appartenez quand même à deux groupes visés, si vous voulez. Mais maintenant, ça aussi, c'est important que je le dise, quand j'étais doyen, j'ai
mon père est décédé en 1992. Il y a eu une séance de prière à la mémoire de mon père ici à l'université. Vous savez où? Dans la chapelle. Une chapelle où se faisaient les prières chrétiennes. On a réussi à avoir un lieu de prière, évidemment les croix et autres, et on les avait disons, placés en lieu sûr pour pouvoir faire la prière musulmane. Donc ça, c'est déjà en 1992. Et par la suite, évidemment, avec la venue d'étudiants qui viennent de cette région subsaharienne, beaucoup de musulmans, parce que vous prenez du Mali, vous allez jusqu'au Mauritanie, Sénégal et autres, eh bien, ils ont voulu avoir un espace de prière les vendredis. Et cet espace, on l'a trouvé et les gens se sont mis à prier là-bas. Un dernier exemple que je vais donner ici, compte tenu de mon expérience, où tous ces changements-là se sont faits sans feu, sans tambour ni trompette. Mais on explique les choses aux gens. Les étudiants musulmans voulaient avoir un endroit où faire les ablutions. Moi, j'étais doyen à l'époque et les gens sont venus me dire, mais Ibrahima, c'est quoi les ablutions? Alors, je leur ai expliqué. C'est tout simplement une façon de pouvoir se purifier pour être en communion avec Dieu. C'est un robinet avec de l'eau potable. Ah, Jésus, ça? Eh bien, vous allez là, vous allez trouver des endroits où les gens font des ablutions. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que j'ai une expérience qui, à mon avis, en tout cas, à mon sens, je sais très, très bien qu'il y a de la xénophobie, il y a de le racisme, il y a tout ça. Moi, j'ai été peut-être parmi les chanceux qui ont réussi à infiltrer le système, si j'ose dire, et à expliquer les choses de l'intérieur. J'étais membre du comité, du conseiller, disons, quand la première division scolaire franco-américaine a été mise sur pied, j'étais déjà membre. Et quand on parlait d'enseigner la catéchèse dans les écoles, je dis, qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ne sont pas chrétiens? Qu'est-ce que vous faites pour les musulmans? Alors, tout ça, ça veut dire aussi, on va en parler peut-être à la porte de sortie, c'est important d'être dans le système, d'avoir la chance d'être dans le système, parce qu'une grande partie de cette intolérance, ce rejet de l'autre, c'est tout simplement de l'ignorance crasse. Et nous avons un rôle très, très, très important à jouer là-dessus, comme la communauté d'accueil. Alors moi, c'est une expérience extrêmement heureuse. Quand on m'a nommé doyen, on n'a jamais dit c'est un doyen musulman, on a dit juste Ibrahima. Voilà. Donc, je finis avec ça pour laisser la place à d'autres. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Effectivement, il y a à la fois la compétence, tout d'abord, hein, l'apport des compétences, et ensuite vient la grande richesse qu'on peut avoir en soi et son point de vue. J'ai envie justement de demander tout de suite à Koubra, concrètement, qu'est-ce que ça prend finalement à ton niveau, à ton avis, pour que les choses s'améliorent dans un contexte communautaire avec les communautés qui ne sont pas musulmanes, justement, pour que les ponts se fassent. Et là, je te demande à toi, avec ton point de vue de jeune né ici. C'est une bonne question. Je pense c'est très simple et je pense qu'on le dit souvent aussi. L'écoute est très, très, très important. Et par ça, je veux dire, c'est pas nécessairement seulement le point d'avoir une conversation ou de dire quelque chose et il y a quelqu'un qui répond, mais d'écouter vraiment à ce que les gens sont en train de dire par rapport à quels sont les besoins de notre communauté, quelles sont les épreuves qu'on doit adresser et de voir comment on peut trouver des solutions. Alors, je pense souvent, lorsqu'on est en train de dire des choses, on parle souvent de l'islamophobie, on parle du racisme, de la xénophobie, et je pense la réaction est souvent défensive, et en plus de ça, la réaction est aussi, peut-être, c'est pas, on ne dit pas la vérité à 100%, ou peut-être c'est pas nécessairement exactement ça qui se passe, ou peut-être c'est pas la réalité de tous les musulmans ou de toutes les personnes noires, ou, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a toujours la tendance d'être à la défense et de nier les vraies expériences que les gens sont en train de vivre, même si ces expériences-là ont souvent ou ont aussi des conséquences qui sont très, très, très négatives, ou des conséquences qui peuvent même mener à la mort, comme on a déjà vu quelques fois, à plusieurs reprises ici à Canada, pour la seule raison que ces personnes-là étaient des musulmans. Des musulmanes. Alors, je pense que c'est très important d'écouter à la communauté et d'écouter à ce que les gens ont à dire et de travailler ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et en plus de ça, j'aimerais juste aussi ajouter que c'est intéressant en écoutant, en parlant de ce qui s'est passé après le 11 septembre. En tant que jeune qui est né en 2000, et puis évidemment, mes parents étaient ici durant cette époque-là, mais moi, j'ai vraiment pas vécu
de la même façon, c'était quoi l'expérience immédiatement après le 11 septembre ou même pendant plusieurs années après ça. Je pense que j'avais peut-être 8 ans, 9 ans lorsque j'ai entendu parler du 11 septembre pour la première fois. Mais c'est la réalité pour plusieurs, pas seulement les jeunes musulmans, mais aussi les jeunes qui ne sont pas musulmans. Et je pense que ça informe beaucoup la manière dont les gens ou les jeunes interagissent ensemble ou entre eux. Et une chose que je dirais à tous les parents, les enseignants qui écoutent à cette conversation-là, c'est peut-être demander à vos enfants, écouter à ce qu'ils ont à dire par rapport à des opinions que peut-être vous avez en tant que préjugés que vous n'avez peut-être pas questionné parce que je pense qu'il y a le schéma qui existe dans la tête, qui n'existe pas nécessairement à 100% de la même façon avec les jeunes. Et je sais que Reda a parlé un peu du 7 octobre et de ce que ça a vraiment causé dans nos communautés, les tensions qui sont vraiment très, très évidentes en ce moment-là. Mais je vois la même chose en train de se passer. Je vois beaucoup de jeunes qui sont en train d'informer leurs parents de c'est quoi la réalité de ce que les Palestiniens sont en train de vivre aujourd'hui dans leur pays et de ce qu'ils ont vécu. Ça fait plusieurs décennies. Et c'est des conversations très, très productives. Alors, c'est une chose d'utiliser la voix de la jeunesse pour faire entendre les expériences réelles, mais aussi d'avoir ces conversations, évidemment, avec la communauté et de trouver des solutions ensemble. J'ai envie, justement, ça me fait rebondir sur la question de l'intergénérationnel et de la capacité peut-être des plus jeunes, ceux qui sont nés là, justement, de vivre leur foi d'une manière différente, finalement, que leurs parents. On peut porter le voile, mais on a forcément un regard différent de celui qui est né dans un pays musulman et qui a grandi. Justement, pour Aouya, quand ta manière d'avoir été finalement de grandir au Canada, de voir tout ça. Est-ce que ta foi, est-ce qu'elle joue un rôle dans ta manière de t'engager en fait dans tes communautés, dans les communautés dans lesquelles tu fais, que ce soit à l'école, comme étudiante ou dans le communautaire? Pour moi, vraiment, ma famille et ma communauté m'a comme poussé à avoir vraiment cette fierté puis la beauté de la religion. Donc, pour moi, ma religion, c'était vraiment ma force, c'est ma persévérance. Parce que vraiment, en étant jeune, non seulement j'étais exposée, en étant la seule à des reproches, puis aussi à la fin à l'islamophobie, surtout en étant jeune, ça se sentait. Pour moi, ma religion, ça m'a amené à avoir des situations particulières, mais pour moi, ça m'a aussi amené à être engagée avec les personnes, surtout avec mes parents, parce que des fois, c'était des situations que moi-même, je ne comprenais pas, puis il fallait que je me ressource avec mes parents, puis ils étaient vraiment, vraiment excellents à revendiquer pour mes droits. Puis il y avait vraiment la discussion, puis aussi à chercher des leaders pour aussi nous conseiller. Donc vraiment, à très jeune âge, j'ai appris à comme discuter, comment dire, les difficultés que j'étais en train d'expérimenter. Malheureusement, vraiment aussi quand j'étais jeune, par rapport aux punitions, des fois comparé à mes autres camarades de classe, je voyais que j'avais des punitions un peu plus sévères. Puis cela se faisait un peu de sens avec aussi le 11 septembre, où est-ce que déjà nous avons le leader qui était comme l'époque de Stephen Harper, où est-ce que lui, il était ferme par rapport à comment il ressentait à Omer Kader. Donc, lorsque tu voyais un leader supérieur qui parlait ainsi des jeunes enfants, ça te donnait, comment dire, percevoir un adulte, c'est il était dans 50%, ils vont être compréhensibles ou des fois c'est comme tu es dans un pétrin, tu dois te défendre, tu dois te protéger. Puis ce qui était vraiment bien avec moi, c'est comme avec l'enfant, c'est que les étudiants étaient comme on se protégeait entre nous, puis j'étais vraiment très reconnaissant. Malheureusement, certaines de ces situations n'étaient pas faciles pour d'autres étudiants parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas les comportements de certains adultes par rapport à ma religion, mais ils m'ont vu comme vraiment ma personnalité qui était vraiment accueillante, ouverte, puis bienveillante. J'ai pu vraiment m'attacher à avoir des belles relations, mais malheureusement, comme en étant vraiment très jeune et avoir vécu déjà les médias qui avaient vraiment une perception négative et qui étaient vraiment devant ta face,
malheureusement, tu te mettais plusieurs fois dans des positions mauvaises. Mais par rapport en étant adulte, quand je suis venue en Ontario, les discussions ont un peu changé parce que comme Cobra a mentionné, il y a un peu plus de diversité, comme il y avait beaucoup de musulmans ici, mais quand même, il y avait des obstacles par rapport à... Parce que même si on était nombreux, les représentations par rapport aux enseignants que je voyais, beaucoup étaient des suppléants. Ils n'allaient pas sur le rôle d'un enseignant. Donc, on avait déjà cette barrière par rapport à l'éducation, puis aussi à une éducation de qualité. Donc, moi-même qui est partie dans une maîtrise, ce n'était pas facile d'y rentrer et d'y rester aussi. J'ai dû vivre beaucoup d'obstacles. Parmi les obstacles que j'ai vécus, déjà dès le début, comme j'étais dans un espace qui était très, comme on peut dire, blanche, plus que vous allez plus haut, vous allez être dans un espace plus blanche. Puis j'avais vraiment des conversations très inconfortables par rapport, on me disait comment tu te ressens avec le regard d'un homme. Pour moi, parler de ma religion, j'ai aucune difficulté. Je me sentais confortable, mais c'est juste, j'ai vu beaucoup de mépris, puis de reproches, puis on m'a encore ciblé. Donc, en étant adulte, j'ai eu heureusement cette expérience en étant jeune, mais malheureusement, ça devient plus fort. Comme Cobra a bien mentionné, les gens sont plus à l'aise de te rendre inconfortable quand tu es comparé à un enfant. Mais je pense aussi comme la politique a joué un rôle aussi, surtout en Ontario avec la Charte des droits et des libertés, surtout avec l'article 24 par rapport avec les langues des minorités. J'ai vécu cette réalité comme avec ma famille, où est-ce que mon semblable, mon frère était placé dans un programme d'actualisation de langue française, même si moi j'ai étudié français depuis longtemps et que même mes parents ont une éducation française, ils l'ont mis comme dans ces programmes spécialisés, puis il était aussi avec des nouveaux arrivants. Donc, pour moi, je vois à mon expérience quand j'étais jeune à celui de mon jeune frère. Malheureusement, il y a beaucoup de changements à faire, non seulement par rapport à les représentations et à les espaces, il faut vraiment être inclusif, et aussi par rapport à voir aussi parce que avec l'islamophobie, il y a vraiment cette peur, cette méfiance, et ceci crée comme beaucoup de gens que je connais sont allés en dépression ou anxiété. Donc vraiment reconnaissance de cette mal qui arrive, l'islamophobie, comme il faut vraiment avoir zéro tolérance. Malheureusement, avec les xénophobies, c'est inévitable. Beaucoup de gens ont malheureusement des expériences comme ça, mais reconnaissance de la santé mentale parce que je connais beaucoup de gens dans les espaces publics, professionnels, qui ont vécu des expériences très perturbantes, comme pour moi-même de l'avoir vécu et de l'entendre d'une autre personne. Et vraiment, le Canada, il y a beaucoup de barrières à détruire. Oui, alors, Aouya, évidemment, tu as abordé énormément de points intéressants, très intéressants, à la fois du vécu et de l'expérience de terrain. On n'a pas beaucoup de temps pour la fin. J'aimerais pouvoir donner la parole à tout le monde quand même. Il reste encore 10 minutes. Et donc, je vais me tourner vers Aïcha justement pour parler de cet engagement finalement dans le communautaire, à la fois de ta personne, mais aussi, j'imagine, la manière dont tu l'apprends à tes enfants. Euh, on en a parlé, Ibrahima l'a mentionné, on va revenir vers Reda à un moment donné. Chacun se tourne du côté communautaire, donne du temps aux communautés, aux organismes. Aïcha, pourquoi à ton avis, qu'est-ce que tu apportes en faisant ça, en étant justement en contact avec ta communauté d'accueil? Ce que moi j'apporte, moi je dirais d'abord la question de l'islamophobie sur cette question-là, d'engagement, c'est pas juste like, ce n'est pas juste personnel, mais c'est juste like local et national. Ouais. Déjà, ça commence dans les maisons. Moi, je pense que ça commence dans les maisons. Nous, déjà, parents, musulmans premièrement, je pense qu'on doit d'abord éduquer nos enfants. On a déjà fait comprendre à nos enfants que non, vous n'avez pas à avoir peur, mais vous devez apprenez à nous approcher s'il y a n'importe quoi. On doit essayer d'éviter cette relation de peur où l'enfant ne sera pas capable de dire le problème qu'il a rencontré dans la rue ou dans les écoles. Moi, déjà, c'est ce que moi j'ai fait en tant que parent. Et maintenant, dans ma communauté, je pense, il y a ce qu'on appelle la discussion, le dialogue.
c'est important de sensibiliser autour de nous. Moi, j'ai eu l'habitude d'être dans plein de cérémonies où il y a des repas qu'on offre. Et souvent, habituellement, les repas ne sont pas halal, nous, ce qu'on consomme halal. Mais c'est à moi de faire quoi, d'éduquer ces gens, de les dire, OK, moi, s'il faut que je mange à cet événement, le repas doit être halal. Et souvent, on te pose des questions, c'est quoi le halal? Et c'est maintenant à toi de les expliquer c'est quoi le halal. Ou bien peut-être c'est une heure de prière, je leur dis, OK, la cérémonie, c'est telle heure. Mais je dois, par exemple, aller prier à telle heure. Est-ce que ça peut être possible? Moi, je pense que ça passe d'abord par une éducation, ça passe aussi par un dialogue. Et moi, je pense que les gens sont très ouverts à écouter. Déjà, au Canada, c'est un pays tellement diversifié et inclusif. Et moi, je pense autour de nous, et c'est ça qui fait en fait la force de Cornwall, parce que il y a ce dialogue-là, cet échange-là, ça fait qu'on est très fort. Ça fait que les gens respectent qui tu es. Et déjà, quand moi, personnellement, j'essaie d'éduquer autour de nous, la prochaine fois, vous verrez que c'est un autre organisme ou bien c'est d'autres personnes, quand ils vont t'inviter ou quand ils vont inviter des autres musulmans, ils vont comprendre que, oh, ils ne mangent pas tel, ils mangent halal, les prières chez eux, c'est tel. Et ils arrivent souvent à organiser un espace. Dans mon lieu de travail, on a organisé un espace, on m'a dit, c'est des gens à confession chrétienne. Mais ils m'ont dit, si tu veux prier, voilà un espace qui a été réservé pour toi, ce qui n'était pas là habituellement. Moi, je pense que la force c'est le dialogue. Il faut qu'on les éduque sur Parfait. notre Oui. religion. Il faut qu'on les éduque, on les dit qui nous sommes et il faut prôner la paix autour de nous parce qu'on va montrer par l'exemple. Si on ne prône pas la paix, n'attendons pas la paix des autres. Si on ne les éduque pas, n'attendons pas qu'ils sachent qui nous sommes. Et aussi, on doit, les médias, on doit pousser les médias. Il faut qu'au niveau national, ils travaillent au point où les médias doivent pouvoir aussi prôner cette paix. Ils doivent être capables de parler de l'islam, pas du vrai islam, pas de l'islam qu'on montre aux gens dans les médias. Il faut qu'on soit capable de dire ça. Les réseaux sociaux, qu'on ne nous montre pas juste les choses de peur, qu'on ne montre pas juste aux gens les guerres, qu'on ne montre pas juste ça, qu'on montre aussi l'islam comme une religion de paix. Et c'est ça exactement l'islam. C'est une religion de paix. C'est ce que nous, on veut voir. C'est ce qu'on veut que nos enfants voient aussi au niveau des médias. Et moi, j'aimerais qu'au Je te niveau remets, national, que ça se Aïcha. passe. Saïda, Aïcha, je laisse-moi vais finir devoir. avec un Ouais, point. oui, Laisse-moi finir avec un point qui me touche vraiment à cœur. C'est le point vas-y. de que les médias, que le national, au niveau national, qu'on reconnaisse déjà que le vendredi, le musulman doit avoir ce jour comme un jour autorisé pour lui de sortir de son travail, s'entraîner pour aller prier. Qu'on légalise déjà nos fêtes de Ramadan, hein, qu'on reconnaisse déjà que ce jour, c'est un jour férié pour nous, comme les autres qui ont le jour férié. Je pense qu'à partir de là, même ceux qui vivent en nous vont commencer à comprendre que, oh, ils sont comme nous, on doit les donner le même respect, la même égalité, et je pense qu'on pourra avoir un environnement de paix et loin de l'islamophobie. Merci. Merci beaucoup, Aïcha. Donc, toi, tu prônes d'abord et avant tout le dialogue et la paix et donc l'échange. D'abord et avant tout, il faut pouvoir se parler. Et justement, Reda, je vais me tourner vers toi. Parlons maintenant de choses de l'ordre du positif, justement, de construire cet espace, un espace où on est tous capables de vivre ensemble et de respecter nos vécus. Est-ce que justement, j'ai une question ici d'Abdelhakim Messaoudi, il a deux questions, mais il y en a une intéressante, je l'envoie. Selon nos expériences, donc tes expériences, Reda, par exemple, l'école au sens large, les conseils scolaires, les cégeps, les collèges, ont-ils pris conscience du problème? Et selon toi, est-ce qu'ils voient finalement des solutions? Merci, Saïda, c'est une très bonne question. Puis je pense tout est à la base de l'éducation. Et oui, moi, ça fait, comme j'ai dit, j'entame ma troisième décennie. Et quand on est arrivé au Canada, on parlait pas de halal, on parlait pas de lieu de prière, de mosquée. Les gens connaissaient pas le Ramadan, mais il y a eu quand même une belle évolution par rapport à ça. Si on regarde nos conseils scolaires, puis j'en nommerai pas, il y en a partout. Les conseils scolaires, comme Aïcha a dit, il y a j'appellerais pas ça des accommodements, parce que des fois, un accommodement peut déranger, mais j'appellerais ça une ouverture. Donc, on sait qu'il y a un lieu de prière pour les jeunes. On sait que la professeure de français qui a un voile n'est pas un monstre. Au contraire, c'est une personne qui contribue. Donc, si on compte les membres de nos communautés de confession musulmane, au Canada, on est à peu près 1 million de musulmans. Dans nos communautés, un peu moins, c'est certain, mais regardons les bons points, regardons les positifs, regardons les bonnes pratiques.
Regardons comment des jeunes musulmans ou des jeunes femmes musulmanes à qui je tire chapeau, je lève mon chapeau parce que c'est pas facile d'être comme vous, mesdames, d'être noires, voilées, puis issues de l'immigration. Ce n'est pas égal. Par contre, nous, on a une belle religion. Nous, on a des commandements de notre Dieu, on suit notre Dieu, on suit notre prophète. La première chose qui sort de la bouche d'un musulman, c'est Assalam. Assalam, c'est guise de paix, guise d'assurance. Donc, oui, il y a un travail à faire. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais prendre le meilleur de mon monde et le meilleur du monde que je vais trouver ici au Canada. Je vais faire un mélange. Et c'est ça que j'inclus à mes enfants. Et c'est ça que j'aimerais que tout le monde se mette autour, et que c'est un problème commun, c'est un défi commun. Nous avons une contribution à faire avec nos communautés, avec ce pays. On est là pour ça. Et il y a des exemples à n'en plus finir. Il y en a des belles pratiques partout, des jeunes femmes, des jeunes hommes musulmans qui font leur chemin dans ce pays, puis qui contribuent, puis qui adorent ce pays. Donc, ils veulent contribuer à l'épanouissement. Et surtout, quand on parle de la francophonie canadienne, que ce soit en Acadie, de la Nouvelle-Écosse ou en France-Asquazie, nous sommes là et on est là pour contribuer à notre épanouissement commun. Voilà ce que j'aimerais. Puis, je pense que c'est positif. Continuons sur ça, mais écoutons aussi au niveau de l'éducation, au niveau de l'implication de nos confrères musulmans dans toutes les sphères de nos communautés francophones et acadiennes. Merci beaucoup, Reda. On est vraiment presque au bout de cet échange qui est vraiment passionnant. On aurait pu faire ça pendant 2 heures sans problème. En fait, je vais envie de dire, déjà, je vais vous rappeler une chose à chaque participant et participante qui assiste là au webinaire. Vous avez le sondage. Le lien est dans le chat et si vous pouvez, s'il vous plaît, le prendre pour pouvoir y répondre tout de suite après ce webinaire. Il nous reste 2 minutes. J'ai quand même envie de donner une dernière minute à Ibrahima. Ton expérience justement dans les communautés francophones jusqu'en haut, hein, jusqu'à la FCFA, on sait, on connaît, pour ceux qui savent. Qu'est-ce qui est essentiel de retenir avec ton expérience et pour en fait motiver les gens à s'engager? Qu'est-ce qui me retient dedans, qu'est-ce qui m'encourage, c'est de voir d'abord, c'est un message d'espoir que moi je donne ici. Un message d'espoir parce que je vois que nos sociétés sont en train de se transformer. Vous allez dans les garderies, vous allez à l'école, vous allez même commencer à voir des personnes qui portent le voile à l'école ou des gens qui ont le voile, qui enseignent à des jeunes Canadiens à peau blanche. Donc ça permet dans un certain sens de s'habituer à l'autre. L'autre élément, vous avez vu qu'on a parlé de viande halal, vous savez qu'il y a aussi le kosher, par exemple, dans la communauté juive, il y a des magasins qui peuvent vendre des viandes consommées. Maintenant, vous allez dans les magasins ici, on peut trouver de la viande halal. Même à Costco, il y a de la viande halal. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger. Et je fais appel à cette jeunesse qui est en train de pouvoir vivre dans un monde cosmopolite que les parents n'ont pas vécu, d'être justement avec ces interactions-là, on va pouvoir faire quelque chose. Et un dernier élément que je voulais amener ici, c'est d'avoir des espaces de rencontre, de socialisation. Ici, il y a une communauté mouride. Chaque année, ils font le Eid. Eh bien, ils invitent la communauté dans son entité. Alors ça, merci beaucoup, je pense, Ibrahima. Voilà. Ibrahima, je suis vraiment désolée de t'interrompre. Merci beaucoup pour ces points, ils sont très intéressants. Alors, je voudrais vous remercier tous et à toutes d'avoir participé à cette rencontre et d'avoir ouvert comme ça vos expériences à tous. C'est vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Merci je rends la Merci, parole merci à tous. Voilà. Au revoir et au plaisir de continuer à entendre parler de ces sujets qui sont essentiels dans nos communautés. Merci, assalamu alaikum. Merci, Saïda, de nous avoir animés. Voilà. Alaikum salam.